Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Host, c'est mon surnom. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, bienvenue à vous. Bonsoir, bonjour, selon votre lieu géographique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre les contrats CFD et les contrats à terme. Donc, en fait, sur le marché du Forex sur lequel je suis, parce qu'en fait, moi, je suis trader Forex. Et l'objectif de ma chaîne, c'est de vous partager un peu ma vision sur les marchés. Vous pouvez aller voir mes précédentes vidéos si vous êtes intéressé par tout ce qui est analyse technique, tout ce qui est approche du marché, notamment la vidéo sur l'analyse du marché en grande time frame. Je vous ferai une vidéo sur l'analyse du marché en petite time frame, voire en moyenne time frame. Donc, les time frames, ce sont les unités de temps, 1 heure, 4 heures, daily, weekly, etc. Pour les plus expérimentés, ça va vous parler. Pour les nouveaux, laissez-moi en commentaire les sujets que vous souhaitez que j'aborde. Et moi, j'essaie d'aborder les sujets de manière pragmatique. Bon, bien sûr, je suis biaisé parce que c'est mon avis, c'est basé sur mon expérience du marché, mais j'essaie de vous guider un peu vers la réalité. Et comme je le disais dans une de mes vidéos, n'hésitez pas à aller voir les sites officiels des institutions qui gèrent ou qui régulent le monde de la finance dans vos différents pays respectifs. En France, par exemple, vous avez l'autorité des marchés financiers. Donc, selon les différents pays, vous aurez d'autres types d'autorités. Aux États-Unis, vous avez la SEC, qui est la Security. Euh, c'est l'autorité qui gère les marchés financiers aux États-Unis. Donc voilà. À Chypre, vous avez la SAISEC. En Angleterre, vous avez la FDA, si je ne me trompe. Donc vous avez plusieurs institutions comme ça que vous pouvez aller consulter. Donc n'hésitez surtout pas, surtout lorsque vous souhaitez vous lancer dans le monde de la finance et de l'investissement. Parce que c'est un monde où vous pouvez perdre la totalité de votre capital. Ça, on vous le dit pas. Autre chose. Ce pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui, c'est parce que lorsque les gens se lancent dans les marchés financiers, c'est souvent des sujets qui sont balayés du revers de la main et qui ne sont pas vraiment expliqués aux nouveaux arrivants. Et même parfois, vous allez voir des traders qui sont expérimentés, qui sont même rentables et qui ne savent pas vous donner une définition concrète de ce que représente ce type de contrat. Alors, j'aborde aujourd'hui deux contrats pour lesquels je vais faire un comparatif. Je vais commencer par les contrats CFD, qui sont les plus connus, notamment par les particuliers. Ensuite, je basculerai sur les contrats à terme, qui sont un peu plus utilisés par les institutions, je ne vous le cacherai pas, voire les traders institutionnels, donc les traders qui travaillent dans les grandes institutions financières. Et ensuite, je terminerai par un comparatif entre les deux, en dressant les avantages et les inconvénients de chaque. Je vous avoue quand même que je n'ai pas encore expérimenté les contrats futurs, les contrats à terme, mais j'ai des amis traders qui les utilisent. Et je vous montrerai l'avantage de ces contrats. Mais avant tout cela, je vous propose de liker la vidéo, de la partager, et surtout de me laisser votre avis, votre opinion, ou bien les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde sur les prochaines vidéos. Donc juste avant de me lancer, je vais juste contrôler que tout est OK niveau audio. Donc donnez-moi 2 minutes. Pendant ce temps, je vous laisse lire ce qui est affiché à l'écran sur les contrats CFD. Voilà, comme ça vous allez commencer à prendre connaissance du sujet. Alors ça devrait être OK, hein. Alors sans plus tarder, je vais me lancer. Donc les contrats CFD, CFD qui veut dire Contract for Difference, comme vous le voyez, il s'agit d'instruments financiers. C'est un type de contrat qui est utilisé pour lancer des ordres sur le marché, notamment des ordres d'achat et de vente. Alors pour ouvrir des ordres d'achat et de vente sur le marché, sur les marchés financiers. Alors moi, en l'occurrence, ce sera sur le marché du Forex. À une heure donnée, vous décidez d'acheter un contrat, par exemple, sur Euro USD. Donc vous allez acheter en réalité, vous allez en réalité demander à votre courtier de placer un ordre d'achat potentiellement sur le marché secondaire parce que je doute que cet ordre soit placé sur le marché primaire, sur le vrai marché qui est le marché des contrats à terme, donc les contrats futurs. Donc cet ordre va être placé sur un marché secondaire potentiellement à un instant N, comme il est dit ici.
et il sera réalisé en N+1. Donc tout dépend de la localisation de votre courtier, localisation géographique. Tout dépend de sa connexion à Internet. Donc est-ce que ce courtier dispose d'une fibre ou est-ce que ce courtier passe par une infrastructure qui fournit une connexion rapide pour pouvoir se connecter justement au serveur Equinix, qui est un fournisseur de data center, entre autres, qui justement héberge les données et les informations de Wall Street. Donc, votre courtier, est-ce qu'il a une infrastructure qui lui permet de se connecter? Quand je dis se connecter, c'est via un réseau informatique, au data center qui héberge les données de Wall Street. Donc, plus votre courtier aura un système, une infrastructure qui lui permet d'accéder aux données de Wall Street rapidement, plus vite votre ordre sera exécuté. Voilà. Et plus vous aurez éventuellement des avantages sur les commissions, sur les différents frais qui sont mis en place par votre courtier. Donc, il faut savoir que lorsque vous appuyez sur un bouton Buy, en l'occurrence pour l'exemple qu'on a pris, un exemple d'achat de contrat CFD, lorsque vous appuyez sur le contrat Buy, votre ordre n'est pas forcément exécuté à la milliseconde à laquelle vous avez appuyé sur le bouton Buy. C'est peut-être exécuté 100 millisecondes après, c'est peut-être exécuté 500 millisecondes après, c'est peut-être exécuté une seconde après parfois. Et c'est des délais qui peuvent, si vous avez un large capital, avoir un très grand impact positif ou négatif sur votre capital. Donc si au moment par exemple où vous appuyez sur la touche Buy et que le marché bouge brusquement de 2 pipettes, de 3 pipettes, ou voire même d'un pip ou de 2 pips, donc les pips ce sont les points in percentage, ce sont les points d'évolution de votre actif. Là par exemple, si vous regardez bien, un pip, ça va vous faire, là c'est 4 pipettes, 6 pipettes, 7 pipettes, là ça vous fait un pip. Ça c'est un mouvement d'un pip. Après il faut savoir que j'ai bien zoomé sur le graphique. Mais là on est sur un graphique en 1 minute. Mais si au moment où vous appuyez sur votre ordre d'achat, le prix il est là, et entre le moment où votre ordre est lancé et transmis à votre courtier, qui le transmet à son fournisseur de liquidité, qui transmet à la plateforme qui doit exécuter votre trade, si entre tout ce temps, le marché va à la baisse, bah c'est tout à votre avantage en fait. Parce que vous allez acheter beaucoup plus bas, un pip plus bas qu'au prix auquel vous aviez exécuté votre ordre. Et ça, il s'agit d'une exécution au marché. Je parle bien d'une exécution au marché. Et si c'est le contraire qui se passe, là, vous allez perdre un pip si le marché va dans l'autre sens. Voilà, c'est tout. C'était juste pour vous montrer l'illustration sur le vrai graphique. Et là, il faut savoir que les contrats CFD tirent leur nom du seul fait que la différence est faite entre le cours prévu et le cours effectif. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer en fait. Donc le moment où vous appuyez sur la touche Buy ou le moment où votre ordre se déclenche pour un ordre limite bien sûr qui est placé bien avant l'arrivée du marché à ce prix. Donc disons par exemple un ordre limite, disons que là, le marché il est actuellement à ce point. Bah moi, je vais placer un ordre limite ici, par exemple, pour dire à mon courtier, lorsque le marché va arriver à ce prix, déclenche mon ordre. Mais entre le moment où il va réellement déclencher votre ordre et le moment où l'ordre est... Enfin, entre le moment où l'ordre, oui, va être déclenché et le moment où il va vraiment être positionné sur le marché, bah, le marché peut très bien aller vers le bas. Ça, c'est tout à votre avantage dans le cas où vous achetez. Mais dans un autre exemple, le marché peut très bien être très agressif, taper et repartir. Et cette vitesse ne permet pas à votre courtier de placer l'ordre dans les temps. Ça, c'est vraiment le désavantage des contrats for difference, des CFD. Voilà. Donc là, on vous dit par exemple qu'ils permettent de prendre position sur un actif sous-jacent. Alors, un actif sous-jacent, il faut savoir que les vrais actifs sont souvent physiques. Je vais vous prendre l'exemple de l'or. L'or est un actif physique. C'est un actif qui a réellement de la valeur. Parce que c'est un actif qu'on peut toucher. C'est un actif, bien sûr, pour lequel tout dépend de la perception des investisseurs. Si les investisseurs sont très très demandeurs ou très très optimistes,
le prix de l'or ne fera qu'augmenter. Parce que la demande va augmenter, la perception des investisseurs est positive, est optimiste. C'est ce qui va pousser le prix à la hausse. Donc là, il s'agit d'actifs réels. Mais les actifs sous-jacents à l'or vont être toutes les paires dérivées de l'or. Donc, vous aurez l'or sur les marchés futurs, par exemple. L'or sur les marchés CFD, notamment chez des courtiers tels que FXCM, Oanda, Capital Markets. Vous en avez énormément de courtiers. Franchement, ça ne finit pas. Et ces courtiers peuvent éventuellement être fournisseurs de données. Et ces données qu'ils fournissent, effectivement, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, ça dépend de la connexion qu'ils ont, soit avec un fournisseur de données, autre que, si dans le cas où ils ne sont pas fournisseurs de données, mais dans le cas où ils sont fournisseurs de données, il y a une connexion qu'ils font avec les données de Wall Street ou les données d'un autre exchange, parce que Wall Street, c'est un exchange, c'est un échange, c'est une plateforme d'échange. Vous avez le CME, le Chicago Mercantile Exchange, qui est une autre plateforme d'échange. Et d'ailleurs, le CME fournit des données de contrats à terme, notamment. Voilà. Donc, tout va dépendre des données auxquelles ils ont accès pour justement fournir ce type d'actifs. Donc, des actifs CFD, des actifs futurs, des actifs autres. Par exemple, pour les cryptos, vous avez les tokens. Voilà. Vous avez des cryptos. Mais à partir des cryptos, on a réussi à tokeniser d'autres cryptos. Par exemple, là, on a tokenisé le Ripple il y a une semaine ou 2 semaines. Vous avez même des actions qui ont été tokenisées il y a plusieurs années. Les actions de Tesla. Les actions sont des actifs sous-jacents à l'entreprise Tesla. Mais vous avez encore des actifs sous-jacents à ces actions, qui sont des tokens, donc l'exemple dont je vous ai parlé. Et là, on vous dit que les CFD appartiennent à la catégorie des produits dérivés, qui sont eux-mêmes classés dans les produits complexes, car ils peuvent entraîner pour le client une perte supérieure au coût d'acquisition du fait de l'utilisation d'un double effet de levier. Alors ça, l'effet de levier, c'est justement quelque chose de très très propre au contrat for difference. Les courtiers, il faut savoir qu'ils vous proposent des leviers mais énormes. Vous avez des courtiers qui vous proposent des leviers de 500, des leviers de 100. C'est énorme. Vous avez même des courtiers qui vous proposent des leviers de 1000. Donc tout dépend de votre profil. Est-ce que vous avez créé un compte particulier pour pratiquer sur les marchés financiers pour investir en tant que particulier, ou est-ce que vous choisissez d'investir en tant que professionnel? Donc les professionnels, peut-être chez certains courtiers, par exemple, peuvent avoir accès à des leviers plus importants que s'ils avaient décidé d'investir chez ce même courtier en tant que particulier. Vous pouvez avoir l'exemple chez IC Markets, Vantage Markets. Chez IC Markets, par exemple, lorsque vous êtes particulier, vous pouvez avoir 30 de levier, donc 1 sur 30, au lieu de 1 sur 500, si vous aviez le profil, si vous aviez choisi d'investir en tant que professionnel. Donc cet effet de levier est probant sur les CFD. Et là, juste, j'ai sauté un truc. Le fonctionnement, donc, de ces produits, les actifs sous-jacents, sont très voisins des contrats à terme, contrats futurs sur action. C'est juste un exemple. À part l'effet de levier, vous avez également la marge. Alors, la marge, c'est le capital minimum pour ouvrir une position. Notamment, là, chez la majorité des courtiers, cette marge, elle doit être à 100. Donc, c'est-à-dire que si elle est liée aussi à l'effet de levier. Donc, disons que chez un courtier, vous avez un effet de levier de 100. Donc, 1 sur 100. Donc, si vous avez 1000 dollars, vous multipliez par 100, ça vous fait 100 000. Donc, lorsque vous prenez une position, c'est comme si vous aviez acheté des contrats réels, entre guillemets, d'euros USD, en fonction du lot que vous allez mettre, que ce soit un lot de 0,01, lot de 0,1, ça va déterminer combien de marge il vous reste. Donc lorsque vous exécutez, disons, un lot de 0,01 qui est le lot micro, le lot le plus petit sur les marchés, bah, c'est rien du tout pour un compte de 1000 dollars. Et là, disons que votre marge, au lieu d'être à 100, disons qu'elle va être à 150 par exemple. Donc vous avez encore 50 de marge pour exécuter un nouvel ordre.
Mais est-ce que ces 50 de marge vont vous permettre d'exécuter un nouvel ordre avec un lot de 0,0 €? C'est ça la question. Et ça va dépendre de l'effet de levier. Donc, tout est lié en fait. Tout est lié. Mais ça, c'est avec la pratique que vous allez le comprendre. C'est dur à expliquer comme ça, sans exemple. Ça va être compliqué. Ensuite, là, on vous dit que le vendeur s'engage à payer la différence entre le prix. Alors ça, c'est le spread. La différence entre le prix que vous souhaitez, le prix auquel vous souhaitez ouvrir un ordre, et le prix qui vous est réellement proposé par le courtier au moment de la vente. Parce qu'il faut savoir, il ne faut pas oublier, il y a une différence entre le cours prévu et le cours effectif. Il y a un décalage. Un décalage. Le prix que vous demandez n'est pas forcément le prix que vous aurez. Donc la différence entre ces deux prix, c'est ce qu'on appelle le spread. C'est la différence entre le bid et le ask. Le bid, c'est le prix qui est proposé par votre courtier, le prix de vente. Le prix ask, c'est le prix que vous allez demander. Ask, qui veut dire demander en anglais. C'est le prix que vous allez demander à votre courtier. Donc disons que, par exemple, moi, je demande à mon courtier d'exécuter mon ordre, je sais pas, toujours je vais prendre cet exemple, d'exécuter mon ordre ici. Hmm. Mon courtier, bah, il me dit OK, mais moi, mon spread sur cet actif EURUSD, par exemple, pour le courtier de Oranda, bah, vous le voyez là, regardez. Là, vous avez le prix de bid et le prix de ask. Vous voyez bien? Donc moi, en fait, pour que mon ordre se déclenche, il va falloir que ce trait rouge-là vienne taper exactement au prix que j'ai défini, au prix auquel j'ai mis mon ordre limite. Donc là, en l'occurrence, 1,15. Alors c'est quel prix? 1,15 952. Donc il va falloir que cette trait rouge vienne taper 1,15 952. Et sachant qu'il y a une différence entre le cours prévu et le cours effectif, à cause de ces histoires de timing là dont je vous ai parlé, alors quand je dis histoire de timing, c'est est-ce que votre courtier, il a une infrastructure informatique qui lui permet de se connecter plus ou moins rapidement, plus rapidement qu'un autre courtier, aux données de Wall Street, s'il veut avoir accès à Wall Street, ou aux données d'une autre plateforme d'échange. Ce temps-là, il va déterminer le délai d'exécution de votre ordre. En fonction de ce délai d'exécution, ça va déterminer le fait que si ce trait rouge tape votre entrée, l'ordre se déclenche tout de suite, dans la milliseconde. S'il y a un décalage d'une seconde, et que par malheur, votre ordre n'a pas encore été exécuté, et que par malheur, ce trait rouge tape juste le prix qui est de 1,15 952 et reparte tout de suite, votre ordre ne sera pas déclenché. Et vous allez revenir une heure plus tard et vous voyez que le marché, en fait, il est parti dans votre sens, mais votre ordre n'a jamais été déclenché. Et ça génère énormément de frustration. Mais après, avec l'expérience, on apprend à prendre du recul. Et justement, on le verra tout à l'heure, c'est ce qui est justement un inconvénient sur le marché CFD, mais un avantage sur le marché futur. Bon, voilà. Donc, là, l'acheteur s'engage à payer. Au contraire, alors, le vendeur s'engage à payer la différence. Voilà. En fait, ça, c'est si vous choisissez de prendre une position de vente. Là, justement, c'est le prix de bid. Donc, c'est ce trait bleu qui devra venir taper votre ordre de vente. Donc, disons que je mets un ordre de vente au plus haut, là, à ce point au plus haut. Pour que mon ordre se déclenche, il va falloir que cette fois-ci, vu que c'est un ordre de vente, donc disons que je fais ça, je mets un ordre limite de vente ici. Pour que cet ordre se déclenche, il va falloir que ce trait bleu vienne taper le prix auquel j'ai fixé mon ordre de vente. Même si le ask vient le taper, bah vous allez me dire, ouais, mais Augustin, tu veux me dire que ask, ça veut dire demander. Donc si je demande à placer un ordre de vente ici, bah, normalement, c'est le prix de demande qui doit déterminer le déclenchement de mon ordre. Ah bah non, vous vous trompez. Parce que le bid, c'est le prix qui est proposé par le courtier. Dans le cas d'une vente, il faut savoir qu'en fait, vous vendez ce que vous n'avez pas. Comme là, vous achetez ce que vous n'avez pas. Vous ne possédez pas. En fait, quand vous vendez, c'est pas comme si vous possédiez des contrats euros que vous souhaitez vendre contre du dollar en échange. Ah bah non.
Là, vous placez un ordre, vous demandez à votre courtier de placer un ordre pour des actifs, pour un actif que vous ne détenez pas, même si c'est un actif sous-jacent, parce que c'est un contrat CFD, mais vous n'avez pas cet actif en position. Donc votre ordre, il ne va pas être déclenché. Lorsque le prix ask va venir taper ici. Donc il va falloir que le prix bid vienne taper ici pour que votre ordre soit déclenché. Et là, en l'occurrence, si vous devez placer votre stop loss ici, bah, vous allez rajouter la différence entre le ask et le bid. Donc disons que si la différence, je sais pas moi, ça fait quand même. Ouais, la différence, ça fait 2 pips. Donc ça veut dire que là, dans mon stop loss, au lieu de 1,16,076, mon stop loss, il devrait être à 1,16,900. 1,16,96. Voilà. Vous voyez la différence? La différence entre ça et ça? Bah, c'est ce qui représente mon spread. Et il faut savoir que chez les courtiers CFD, le spread n'est jamais fixe. Les courtiers CFD, chez la majorité des courtiers CFD, vous allez constater qu'ils vous disent trader euro USD à partir de raw spread, ou raw comme R-A-W, qui veut dire cru, d'un spread nu, on va dire, qui commence à zéro. Mais ça ne va pas forcément dire que le spread sera tout le temps à zéro. Parce que ce spread, il dépend de la volatilité du marché. Parce qu'il ne faut pas oublier que votre courtier, si lui n'est pas fournisseur de données, donc les données, c'est justement ces bougies, ces bougies qui représentent des ordres, qui sont inscrits dans un carnet, alors ça c'est un autre sujet. Mais ces bougies, ça, c'est pas réellement le prix. Le prix, il est ailleurs. Enfin, bref. Mais si votre courtier n'est pas fournisseur de données, n'oubliez pas qu'il se connecte à un fournisseur, à la plateforme d'un fournisseur de données, qui lui, en fonction des acheteurs, des investisseurs, du nombre d'investisseurs, va avoir plus ou moins de liquidité pour permettre l'exécution des ordres sur sa plateforme. Donc le courtier, bah, il va facturer un spread et des frais de commission, des frais de... Enfin, peu importe le type de frais, il va facturer des frais pour pouvoir exécuter votre position. Et ça va jouer sur votre investissement, sur les lots que vous allez déterminer. Donc ça, il faut le décompter de votre investissement. Voilà. Donc ça, c'était pour cette partie. Pour la partie suivante, donc on vous dit que les CFD appartiennent à des produits dérivés, ça on l'a déjà dit. Qui sont même classés dans les produits complexes car ils peuvent entraîner pour le client une perte supérieure au coût d'acquisition du fait de l'utilisation d'un double effet de levier. Oui, on en a parlé. Effet de levier, voilà. Et là, on vous donne un exemple. Premier effet est lié au fait que l'investisseur ne débourse qu'une partie du prix sous-jacent. Voilà, bah, je vous disais, si vous allez demander l'achat d'une action pour 100 euros et qu'elle perd toute valeur, ce qui est rarissime. Bon, disons que vous achetez une action qui vaut 400 $ par exemple. Mais vous tradez. Ça ne va pas forcément dire que vous avez mis 400 $. Vous avez peut-être mis 100 $, 100 euros, voilà, comme ils le disent, pour 100 euros. Mais l'action, elle vaut 400 $, mais vous aurez une valeur de 100 euros. Donc vous n'aurez même pas une part, en fait. Vous aurez un quart de part. Qu'elle perd toute sa valeur, donc elle passe de 400 à 0, ce qui est rarissime, c'est quasiment impossible. Enfin, c'est possible, mais c'est rare. Vous perdrez au maximum 100 euros. Parce que vous désinvestissez quelque chose sur un actif que vous ne détenez pas. Voilà, donc vous allez juste perdre le montant de votre investissement. Le courtier ne va pas vous facturer des frais des frais parce que vous avez perdu l'argent que vous aviez, plus des frais, etc. Donc si vous aviez par exemple des frais de 10 euros, il ne va pas vous facturer 110 euros. Bah non. Si vous êtes à 90 euros de perte et qu'il y a 10 euros de frais, bah, la position elle est fermée par le courtier. Voilà. Voilà. Et là, dans le sens contraire, si vous pariez que vous gagnez 10 euros, bah voilà. Vous verserez 10 euros de dépôt, mais si l'action perd 20 euros, vous perdez 2 fois votre mise initiale. C'est le double effet de levier. Donc ça, c'est le premier effet de levier. Et le deuxième effet de levier, il est lié au fait que l'investisseur n'est tenu de vérifier qu'une partie du dépôt, mais son risque est amplifié d'autant. Donc au lieu de verser 10 euros dans l'exemple ci-dessous, vous ne verserez que 1 euro. Si l'action perd 20 euros, vous perdrez 20 euros, soit 20 fois la mise que vous avez investi. Voilà. Donc ça, c'est l'effet de levier, c'est hyper intéressant. On pourra aller en détail sur une autre vidéo sur l'effet de levier, mais voilà un peu cet exemple. Et là, on vous dit, du fait de la complexité, là je vais terminer sur les CFD, du fait de la complexité de ce produit et des risques encourus, l'intermédiaire financier, donc le courtier,
doit s'assurer au préalable de votre expérience. Alors, je vous le dis tout de suite, les courtiers, vous arrivez sur leur site, ils vont juste vous mettre une phrase du genre, vous avez la possibilité de perdre votre capital entièrement. Ils vont vous sortir une statistique sur la base des traders, des investisseurs qui tradent chez eux. Un chiffre du genre 70% des investisseurs perdent la totalité de leur capital en 70 jours, par exemple. Ou bien un truc du genre 90% des investisseurs perdent 100% de leur capital en 90 jours. Ce sont des chiffres exacts, mais uniquement pour ce courtier. Ce ne sont pas des chiffres applicables à tous les courtiers. Pour ça, il va vraiment falloir lancer un sondage, ça va être hyper compliqué. Enfin voilà quoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous vous lancez dans un investissement, que ce soit un achat, une acquisition d'actions, ou d'options, ou d'obligations, peu importe l'actif, réel ou sous-jacent que vous souhaitez acquérir ou que vous souhaitez acheter, vous avez toujours le risque de perdre la totalité de votre capital. Ça, il faut le savoir. Et moi, je ne suis pas un conseiller financier. Je vous redirigerai toujours vers l'autorité des marchés financiers parce que je suis en France. Mais je vous conseille d'aller voir le site de l'autorité des marchés financiers dans votre pays de résidence. C'est inévitable. Voilà. Si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises, allez voir les messages qu'ils vous laissent. Ce n'est pas pour vous inquiéter, ce n'est pas pour vous rendre anxieux, mais c'est pour vous prévenir. Voilà. Un homme averti en vaut deux, comme on dit. Donc, cette précaution signifie que, par ailleurs, que vous ne devez pas vous diriger vers ce type d'investissement si vous débutez dans la finance. Alors moi, je vous dirais effectivement, c'est réel. Et là, on vous met un article, bah voilà, du Code monétaire financier. Ça, c'est très bien, j'aime bien. Si vous êtes démarché, ne vous lancez pas dedans. Parce que ça peut arriver, mais c'est rare. Ça peut arriver. Donc voilà un peu pour les contrats CFD. Donc en résumé, parce qu'il va falloir résumer ce truc. Les contrats CFD. Sont des instruments financiers qui permettent aux traders de spéculer sur les mouvements de prix d'un actif sous-jacent ou réel, sans réellement posséder l'actif. Bah voilà, c'est ce que je disais. Donc, vu que vous ne possédez pas l'actif, vous aurez un effet de levier, vous aurez une marge qui est fixée par le courtier, effet de levier qui est fixé par le courtier, effet de marge qui est... pas effet de marge qui est fixé par le courtier, marge minimale d'ailleurs pour exécuter un ordre, qui dépend de votre effet de levier, qui dépend du lot, du nombre de contrats. Le lot, c'est le nombre de contrats que vous souhaitez acquérir ou vendre. Ça dépend également de l'infrastructure, donc le délai entre l'exécution de votre ordre, je vais plutôt dire l'exécution de votre ordre et le moment où vous appuyez sur le bouton buy ou sell, mais c'est le contraire. C'est le délai entre le moment où vous appuyez sur le bouton buy ou sell, acheter ou vendre. Si vous souhaitez exécuter une position sur le marché, donc ça s'appelle une exécution sur le marché. C'est lorsque vous choisissez d'acheter au prix actuel, mais c'est pas parce que vous allez appuyer sur le bouton buy que l'ordre sera exécuté dans la milliseconde, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ça dépend de l'infrastructure informatique. Voilà. Et un CFD, en d'autres termes, en fait, c'est un accord entre vous, trader, et un courtier pour échanger la différence de valeur d'un actif, que ce soit à l'achat ou à la vente. Si l'actif décide de partir à la hausse et que vous l'avez acheté juste quelques points auparavant, 10 points auparavant, bah vous êtes en train de gagner 10 points en fait. Si vous le vendez et qu'il part à la baisse 10 points plus tard ou 20 points plus tard, bah vous êtes gagnant. Vous pouvez empocher votre gain, mais sachez qu'au moment où vous allez empocher votre gain, c'est là que vous verrez les frais réels. En fonction du lot que vous auriez pris, en fonction du spread au moment de la fermeture de l'ordre. Alors déjà, il y a le spread au moment de l'ouverture de l'ordre, le spread au moment de la fermeture de l'ordre et le délai d'exécution de votre trade. Voilà. Et effectivement, il y a une certaine flexibilité sur les contrats CFD. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous choisissez d'exécuter un ordre d'achat ici et que le marché vienne taper votre prix et que le courtier déclenche
votre ordre, donc il demande à son fournisseur de liquidité de déclencher votre ordre, et que là, le marché décide de plonger un tout petit peu plus, en une milliseconde, en une microseconde, parce que ça va très vite, bah là, vous aurez l'avantage d'avoir votre ordre exécuté non pas au prix que vous aviez demandé, mais plutôt ici, par exemple. Donc là, vous gagnez 2-3 pipettes. Si vous avez 100 dollars sur le compte, vous ne le sentez pas, c'est même pas un centime. Mais si vous avez 100 millions sur le compte, ah mais croyez-moi que vous allez le sentir, hein. Cette différence de quelques pipettes, c'est même pas un pip. Parce qu'un pip, c'est un point in percentage. Mais une pipette, c'est encore en dessous. C'est encore en dessous. Là, les pipettes, les pipes, vous les avez. Alors que je me trompe pas, faut pas que je me trompe. Mais les pipes, vous les avez là. Donc 3 chiffres après la virgule, vous avez le pip. Donc le pip là, vous l'avez. Le pip, il n'est pas à 1,15, mais il est au 9. Alors qu'est-ce que je raconte? Je me suis trompé. Le pip, vous l'avez, non pas un chiffre, non pas deux chiffres, non pas trois chiffres, mais 4 chiffres après la virgule. Donc le pip là, il est à 5. Si le marché va à 1,15 962, on vient de grimper d'un pip. Le 2, il représente les pipettes. Si je vais à 63, j'ai gagné une pipette. Je descends, je perds une pipette. Si je vais à 62, regardez, je gagne un pip. Voilà. Et si je reviens à 52, je perds un pip. Tout simplement. Voilà. Et ensuite, vous avez le 9 qui représente les dizaines de pips, le 5 qui représente les centaines de pips. Alors, les centaines de pips sur EURUSD, à moins qu'il y ait une annonce économique, vous ne l'aurez pas, hein. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit qu'il y a eu un gain de 100 points, on parle plutôt de centaines de pips. Mais ce qui est magnifique, ce qui est beau dans le trading, c'est qu'on peut gagner de l'argent avec des dizaines de pips, des vingtaines de pips. Et on peut gagner énormément d'argent. Et dans la réalité, dans le monde réel, lorsque vous voyagez dans un aéroport, parce que ça, vous avez sûrement dû en entendre parler si vous regardez des enfants, si vous regardez du contenu lié au trading. Lorsque vous allez à l'aéroport et que vous choisissez d'échanger vos euros contre du dollar, en fait, vous êtes en train de faire du trading sans le savoir. Mais vous pouvez aussi bien perdre en valeur lorsque le courtier, alors là c'est un courtier physique, vous remet les dollars et prend vos euros, parce que lui aussi il vous met une commission, mais il ne vous le dit pas forcément. Si vous ne le demandez pas, il ne vous le dit pas. C'est affiché, les commissions sont affichées au niveau du bureau de change. Mais au niveau du bureau de change, s'il vous ne le dit pas, mais pendant que lui il est en train de faire sa transaction, pendant qu'il est en train de faire le calcul, bah, peut-être que EURUSD a perdu 100 pips, ce qui serait rare. Bah là, c'est vous qui êtes gagnant. Enfin, c'est vous qui êtes perdant, parce que vous lui donnez des euros et il vous donne des dollars. Mais si EURUSD a gagné 100 pips entre le moment où vous allez retirer vos dollars et le moment où vous allez les donner au niveau du courtier, au niveau du bureau de change, bah vous allez gagner des dollars. Donc là, vous faites du trading sans le savoir. En fait, vous allez gagner des miettes, vous ne le verrez pas. Mais en fait, vous ne le verrez pas sur l'argent qui est échangé physiquement. Mais c'est plutôt lorsque vous allez aller acheter un produit en dollars, vous allez dire, ah bah tiens, mon dollar il est plus fort. Bah, parce que EURUSD a perdu de la valeur. Mais si EURUSD gagne de la valeur, là, votre dollar il perd de la valeur. Donc c'est parce que c'est euro contre dollar. Enfin bref. On va pas se perdre dans des tergiversations. Donc ça, c'était un peu une définition, un résumé des contrats CFD. Donc comme je l'ai dit, les avantages, c'est qu'il y a une large flexibilité, une large gamme d'actifs, notamment des actions, des indices, des crypto-monnaies et plus encore. Et si je veux vraiment parler des avantages, flexibilité, pas d'échéance. Alors l'échéance, comme je vous ai dit, elle est vraiment liée à l'infrastructure informatique et pas vraiment au marché même. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, si vous êtes en train de gagner 10 points ou 20 points, vous pouvez clôturer votre position au marché de la même manière que vous l'aviez exécuté au marché. Comme vous pouvez définir un niveau de take profit et un niveau de stop loss, donc TP et SL. Le TP pour dire, bah, lorsque le marché arrivera à ce prix, vous allez dire à votre courtier, bah, ferme le trade. Donc là, c'est un ordre automatique. C'est comme si vous aviez choisi d'exécuter une position en ordre limite ou en ordre stop. Ce sont des ordres automatiques. Donc vous dites juste à votre courtier, lorsque le prix arrive à ce prix, lorsque le prix arrive à ce niveau, exécute mon ordre. C'est ça les ordres stop, limite ou voilà. Stop,
limite ou stop limite. Voilà. Et vous avez une large gamme d'actifs. Donc ça, ce sont les avantages des CFD. Les inconvénients, par contre, là, risque de contrepartie. Donc, comme je vous ai dit, les CFD sont généralement échangés sur le marché gré à gré. Donc c'est pas le vrai marché, c'est voilà. C'est pas le marché futur en fait, c'est pas le marché réel, c'est pas le marché primaire, c'est le marché secondaire. Ce qui peut exposer les traders à un risque accru de contrepartie, les coûts, donc les spreads, les commissions, les, euh, les swaps. Donc les swaps, en fait, le swap, c'est lorsque vous avez exécuté une position. Là, on est vendredi, là. Vendredi 28 novembre. Si je ne ferme pas ces positions, vous avez dû voir dans mon graphique que j'ai pris des positions déjà sur USD. Si je ne ferme pas ces positions, d'ici lundi, ah mais je vous dis, déjà à l'ouverture de marché, je prends le risque de me prendre un gros gap. Donc ce qui peut me liquider et me faire perdre plus que ce que j'avais risqué. Et en plus de ça, le courtier va m'imposer des swaps. Pourquoi? Parce que il a maintenu mes ordres ouverts lorsque le marché était fermé. Et ces swaps, ils s'appliquent à chaque jour de transition. Alors quand je dis jour, c'est jour de trading. Hein. Les jours de trading, le marché du Forex, il faut savoir qu'il est tradé du dimanche, pas le lundi, c'est du dimanche minuit à vendredi 23h. Moi, dans ma zone horaire, c'est comme ça. Dans d'autres zones, d'autres fuseaux horaires, c'est différent peut-être. Mais moi, dans mon fuseau horaire, c'est ça. Donc, à chaque jour, si je passe du dimanche au lundi, là, il n'y a pas vraiment de, de swap. Parce qu'en fait, la nuit de dimanche, alors la nuit, le dimanche à minuit, là, en fait, c'est le lundi à minuit, quoi. Le courtier ne compte pas ça comme un swap. Le swap, il est plutôt du vendredi au dimanche soir. Ensuite, du lundi soir à 23h jusqu'au mardi soir à minuit, parce que le marché, il ferme tous les jours sur une durée d'une heure. Là, nous sommes en heure d'hiver. Le marché, il va fermer tous les jours à 22h au lieu de 23h. Donc, entre 22h et 23h, du lundi au vendredi, chaque jour pendant lequel vous maintenez votre position, le courtier vous impose des frais, qu'on appelle swap. Swap qui veut dire échanger. Mais en gros, ou intervertir. Donc le courtier, il a interverti votre position, il l'a fait passer. En fait, c'est comme s'il fermait la position et la rouvrait de jour en jour. C'est pas réellement ce qui se passe. Mais on peut dire que derrière, ce sont des contrats en fait. Mais là, on va aller plus trop loin. Mais c'est juste pour que vous compreniez le concept. Comprenez juste que le swap, c'est le passage de jour en jour. Il y a des frais qui sont appliqués. Donc vous avez les spreads, les commissions, les swaps. Et en dernier inconvénient, l'effet de risque élevé. Donc l'effet de risque élevé, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Si vous avez un effet de risque élevé, ça vous permet d'ouvrir plus de positions. Mais qui dit ouverture de plusieurs positions, dit multiplication de risque. Qui dit multiplication de risque, dit multiplication de gains, mais multiplication de pertes aussi. Donc vous pouvez maximiser vos gains comme vous pouvez maximiser vos pertes. Donc il faut vraiment savoir se retenir, se fixer des objectifs, respecter son plan de trading et l'exécuter. Donc là maintenant, on va passer rapidement, parce que là ça fait 30 minutes, on va passer au contrat à terme. Je vais aller beaucoup plus vite. Donc les contrats à terme, là, il s'agit d'une opération négociée entre deux contreparties, toujours, l'acheteur et le vendeur, sur un marché organisé. Alors là, c'est le mot-clé. Parce qu'il faut savoir que le marché CFD, il n'est pas organisé du tout. Lui, franchement, comme je vous ai dit, les courtiers, ils peuvent être fournisseurs de données ou pas, en même temps qu'ils sont courtiers. Dans ce cas, les données qu'ils fournissent viennent d'eux. Enfin, pas réellement. Ils sont connectés à Wall Street ou à je ne sais quelle plateforme d'échange, d'où ils récupèrent ces données, mais ils vont les transcrire sur leur plateforme d'échange à eux, moyennant des frais. Donc les données que vous aurez d'un courtier à un autre, elles vont changer. Le prix que vous aurez là et le spread que vous aurez là, vous n'aurez pas le même spread si vous allez chez FXCM, vous n'aurez pas le même spread si vous allez chez un autre courtier. Donc voilà, Pepperstone, etc. Ou si vous allez sur un autre marché, parce que là on était sur le marché du CFD, mais là on va passer sur le marché du futur. Donc sur un marché organisé et réglementé, appelé marché à terme, ça c'est vraiment des mots-clés. Et c'est réellement ce qui se passe. Ce marché est organisé et réglementé, parce que là on va passer à des positions automatiques. Là c'est vraiment automatique. Là vous demandez une exécution à un prix, le marché il est obligé, le courtier est obligé d'exécuter votre ordre à ce prix, parce que le marché est réglementé, sinon il se prend des taxes, il se prend des amendes.
par notamment des commissions telles que des autorités financières telles que la SEC aux États-Unis qui ne rigole pas. Et d'ailleurs, petite parenthèse, sur l'année 2024, on a eu un gros incident au niveau des sociétés qu'on appelle prop firms. En gros, ce sont des sociétés qui vont vous faire passer un challenge que vous allez payer. Et moyennant la réussite de ce challenge qui se fait en 2, 3 phases, il vous donne un compte virtuel sur lequel vous allez trader et tous les gains que vous ferez vous seront remis à 90%, 80% en fonction des plateformes. Donc vous gardez les 80-90%, eux ils gardent les 20 ou 10% restants. Voilà, ils sont quand même gagnants. Mais il faut savoir que la majorité des gens foirent ces challenges et il y a eu énormément de magouilles sur les dernières années, mais notamment la SEC s'est réveillée en 2024, j'imagine, après plusieurs années de suivi de ces sociétés-là, justement, qui sont dans des pays loufoques, voilà, des pays de l'Est, des pays tels que Chypre, Seychelles, etc., des paradis fiscaux. Et ils ont décidé de restreindre le trading sur, non pas le marché des contrats à terme, mais le marché des CFD. Donc là, si vous êtes aux États-Unis aujourd'hui, il est fortement déconseillé de trader le marché des CFD parce que c'est interdit aux États-Unis. Donc la majorité des traders américains que vous voyez, la majorité, et qui sont réglo, ils sont sur le marché des contrats à terme. Donc le marché des contrats à terme constitue un engagement d'acheter et de vendre, blablabla. C'est exactement pareil sur le marché CFD. Sauf que lui, on vend ou on achète un actif à un prix fixé le jour J. Donc le jour de l'ouverture de votre position. Mais, à la différence du marché CFD, votre achat ou vente sera livré et réglé à une date future. Il sera livré et réglé à une date future. Suivez-moi. Bon là, bien sûr, on parle des actifs sous-jacents, voilà, les actions, les obligations, taux d'intérêt, cours de change, les treasuries, donc les actifs, les notes qui sont émises par le Trésor américain, différentes. Alors là, je disais les actifs sous-jacents, produits physiques, vous avez les matières premières, l'or. Je disais que c'est un actif réel, mais il est également un actif sous-jacent parce il a été matérialisé sur les marchés financiers. Donc là, vous avez la possibilité de consulter l'évolution de l'or sur les marchés financiers. Mais gardez en tête, hein. Moi, ce que je veux que vous gardez en tête, c'est ça. Livraison et règlement à une date future. On va voir où est-ce que ça nous mène. Le mécanisme des marchés financiers. Alors, conçu à l'origine pour les marchés agricoles, voilà. Le rôle premier des contrats à terme est de minimiser les risques de pertes liées aux fluctuations de tel ou tel actif. C'est un rôle de couverture. En gros, c'était pour couvrir les producteurs de maïs qui craignaient une baisse des cours. Donc, en gros, le mec, il a sa culture de maïs et il redoute, à cause des traders, que les cours du maïs augmentent. Alors, quand je dis traders, je ne parle pas des vendeurs, des commerçants. Je parle des mecs qui sont à Wall Street, qui, eux, font des spéculations qui vont avoir un impact réel sur le marché. Et donc, lui, pour éviter des pertes qu'il pourrait essuyer dans les prochains mois, voire dans les prochains jours, il va payer des contrats en demandant un prix de vente plus élevé que le prix actuel, par exemple, en prévision de baisse qui pourrait être importante. Et là, s'il y a une perte, bah lui, il avait déjà fixé un prix de vente qui sera exécuté à une date future. C'est ça que je vous avais dit de retenir, ça. Et ça va lui permettre à lui de vendre plus cher à la date future, une fois que le délai aura été atteint. On va y arriver. En face des professionnels du produit sous-jacent, l'agriculteur, dans le cas évoqué, se place d'autres opérateurs qui ont des intérêts ou des anticipations différentes. Alors là, ça peut être des traders, ça peut être des institutions financières, ils peuvent être d'autres professionnels, voilà, qui cherchent à se couvrir. Voilà. Ils peuvent également être des purs spéculateurs, voilà, des traders. Voilà. Et c'est eux les coupables en réalité. Parce que les autres professionnels, les concurrents, bah mais ça c'est normal. Moi je vends mes œufs à 1 euro l'œuf. Et j'ai un concurrent qui vient et qui baisse, qui dit bah, moi je les vends à 99 centimes. Où pensez-vous que les gens iront? Forcément chez le moins cher. C'est exactement pareil. Mais sauf que là, la différence elle n'est pas énorme. Donc l'impact, voilà.
j'aurai peut-être encore des clients qui viennent chez moi parce que j'ai des œufs de meilleure qualité, j'ai un meilleur service client, etc. Donc j'ai d'autres avantages que l'autre n'a pas. Mais là, lorsqu'on parle de spéculateur, c'est vraiment un autre niveau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de traders à Wall Street, mais les mecs, ils parlent en langage des signes, par exemple. On est arrivé à ce niveau de spéculation. Je vous laisse imaginer le chaos qui y règne et le chaos que cela peut créer sur le vrai marché pour ces agriculteurs, dans l'exemple évoqué. Donc là, on vous dit que les spéculateurs ont un rôle important. Alors, c'est ce que je disais. Ils favorisent la liquidité, c'est vrai. C'est vrai qu'ils augmentent la liquidité parce qu'ils attirent plus d'investisseurs. Ça, c'est sûr. Les courtiers, etc. Permettant l'exécution d'ordres de grande taille avec un minimum de fluctuations, blablabla. Alors, à tout moment, les cotations à terme représentent donc un consensus d'opinion. Donc, tout à l'heure, je vous disais que la perception des investisseurs sur les marchés financiers, sur un actif en particulier, j'avais pris l'exemple de l'or. Si les investisseurs sont optimistes par rapport à l'or, ce qui est le cas actuellement, parce que tout est en train de s'effondrer, le Bitcoin, toutes les monnaies, là on vous parle d'euros numériques, de dollars numériques, tous les actifs s'effondrent, bah, la confiance des investisseurs, elle est placée sur justement des actifs tels que l'or, qui prennent énormément de valeur. Donc là, on vous dit que, c'est pour ça qu'on vous dit que les cotations, donc les estimations de prix, les estimations de valeur, à terme, représentent donc un consensus d'opinion sur les niveaux du cours. Donc, en fait, le ressenti, le sentiment des investisseurs, vous le verrez sur le site Forex MyFX Book, MyFX Book, F comme François, Book comme livre.com. Vous avez une partie où vous avez le sentiment du marché, où on représente un peu l'opinion des traders, je pense majoritairement particuliers, sur tel ou tel actif. Voilà. Donc, vous avez ce même consensus sur les actifs sur le marché des contrats à terme qui peuvent justement avoir un impact sur les cours du produit en question, de l'actif en question, que ce soit un actif sous-jacent ou un actif réel, à une date future, sachant que le contrat il va être exécuté à une date future. Alors là, on arrive à la partie intéressante, livraison ou débouclage de position. Justement, c'est ce débouclage de position, c'est ce que font la majorité des traders. Donc avant d'arriver à l'échéance, comme on l'avait dit ici, on avait dit que le contrat à terme constitue un engagement d'acheter ou de vendre à un prix fixé, un actif, pour une livraison et un règlement à une date future. Donc en fait, moi, quand j'achète, je m'engage à acheter au prix que j'ai fixé aujourd'hui, mais à une date future. Si entre-temps, l'actif, il perd de la valeur, je perds de l'argent. À moins que je ne clôture avant, justement, la date future qui a été fixée. Mais si l'actif augmente, à la prochaine date, moi, je vais gagner de l'argent. Donc, c'est ce qu'on explique ici un peu, avec ce système de débouclage. Alors, livraison, ça, c'est dans le cas où on garde la position jusqu'à la date future. Débouclage, c'est dans le cas où on décide de fermer la position avant d'arriver à cette date. C'est ce qui s'explique ici. Sur un marché à terme, on peut très bien prendre une position à la vente avant d'avoir acheté, puisque le règlement, mais surtout la livraison, ont lieu plus tard dans le futur. Pour honorer votre engagement de vente, c'est bien ça. Lorsque vous placez un ordre aujourd'hui, dès aujourd'hui, pour une livraison à un règlement futur, vous prenez un engagement. C'est un engagement d'acheter ou de vendre. Donc là, il suffira alors de se procurer sur le marché physique le produit sous-jacent avant la date d'échéance. C'est ce qu'on appelle un débouclage. Donc, moi, j'achète aujourd'hui un produit, mais avant qu'il n'atteigne le niveau de profit que je fixe pour le futur, le niveau d'engagement, bah, je décide de fermer parce que je suis en profit. Bah, je déboucle la position en fait. On le dit ici. Si on ne souhaite pas livrer le produit en finale, il faudra impérativement déboucler sa position de vente avant l'échéance en la faisant suivre d'une position à l'achat. Alors, je vais vous expliquer. Sur les marchés financiers, les achats, reventes, etc. En réalité, je vous explique, avant l'arrivée de ces écrans-là, c'était du papier. Allez lire Wyckoff, allez lire des livres sur Douglas, allez lire des livres sur le trading d'avant, dans les années 30, dans les années 20. Les gens préparaient leurs ordres
le vendredi soir pour le lundi, hein. Je vous le dis tout de suite. Et le lundi, ils allaient chez leur courtier, mais physiquement, c'est comme si vous prenez votre RER, votre transport, votre moyen de transport, avec votre carnet. Dans votre carnet, vous avez des ordres. Alors là, ceux qui connaissent le carnet d'ordre, je viens de faire un jeu de mots. Mais vous avez un carnet physique avec des ordres que vous avez inscrits au crayon, au stylo, ce que vous voulez. Vous allez, vous rendez chez votre courtier. Déjà, il faut arriver à l'heure, parce qu'il faut arriver avant l'ouverture du marché, je vous le dis tout de suite. Sinon, vos ordres ne seront pas exécutés au prix que vous aviez demandé. Vous inscrivez les prix auxquels vous souhaitez acheter ou vendre, ou les prix et les positions que vous souhaitez maintenir, par exemple. Vous remettez ce carnet à votre courtier. Votre courtier va aller, lui, remettre vos ordres au market maker, par exemple, qui lui va négocier chez je ne sais quelle autre entité, le fournisseur de liquidité ou je ne sais qui, comment est-ce qu'il va faire pour placer votre ordre, la manière dont il va placer vos ordres. Si possible, si ce n'est pas possible, votre ordre il va être annulé, quoi. Votre carnet il va vous revenir plein, mais avec aucun ordre exécuté. Donc là, en gros, ce que je vais vous expliquer, c'est que là, vous débouclez votre vente. Ce que je veux vous expliquer, c'est que sur les marchés financiers, réellement, c'est un échange de contrats. Aujourd'hui, ça ne se fait pas physiquement. On a des ordinateurs, on est avancé, on est en 2025. Mais avant, je te donne, si je veux acheter 10 contrats, 10 lots de contrats, CFD ou contrat à terme, peu importe, 10 lots de contrats ou contrat à terme, c'est énorme. Mais 10 lots de contrats d'euros USD, moi, il me faut un équivalent en USD parce que je vais acheter euro USD. Donc, je vais acheter des euros et vendre des dollars. Donc en réalité, aujourd'hui, ce qui se passe, les institutions financières, lorsqu'elles vont ouvrir un ordre d'achat de 10 lots, elles vont également placer un ordre de vente parce que le marché est équilibré. S'ils ouvrent 10 lots d'achat d'euros et qu'il n'y a pas de vendeur en contrepartie, mais leur contrat, là, qu'est-ce qu'ils vont acheter? Ils vont acheter quoi? Du vent? Ils vont acheter les dents des vendeurs? Bah non, il faut des vendeurs. Il faut que quelqu'un décide de vendre 10 lots pour que quelqu'un puisse en acheter. Le marché, il est équilibré. Donc de la même manière, si le mec, le trader, il ne souhaite pas livrer le produit à la date fixée, qui a été fixée dès le début, ici, date fixée dès aujourd'hui, s'il décide de vendre à cette date, bah, il déboucle sa position et puis le courtier va se charger de prendre une position de vente parce que le mec il avait acheté, donc là il va devoir vendre pour clôturer sa position. C'est tout. Les contrats, là on vous dit, les contrats négociés sur un marché à terme étant standardisés, taille, échéance. Alors taille, c'est ce que je dis tout de suite. Les lots, quand je vous ai dit que 10 lots sur le marché des contrats à terme c'est énorme, je parlais de taille de lot. Alors, lot de quoi? Lot de contrat. Forcément, on n'échange pas des dents. Je vous ai dit qu'on échange des contrats. Donc c'est un échange de contrats. Que ce soit des contrats à terme ou des contrats CFD ou tel autre type de contrat. On verra s'il y a d'autres types de contrats, j'en parlerai sûrement sur une autre vidéo. Il y a également des échéances. Alors sur le marché CFD, on a vu que les échéances, voilà, ça peut être très vite. Parce que voilà, là c'est différent. Il y a une flexibilité, plus grande flexibilité sur le marché CFD. Là, pas du tout. Là, les échéances sont fixées. Vous pouvez quand même déboucler. Voilà. On va dire il y a quand même un certain niveau de flexibilité. Il faut savoir que ces contrats sont fongibles. Alors, pour vous expliquer ce terme fongible, ce qui rend facile en achat et une revente au cours de leur durée de vie. Fongible, vous vous rappelez des NFT. NFT qui veut dire Non-Fungible Token. En gros, on vous sort un actif, on appelle un NFT, qui peut être un tableau, en pixelisé, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est une œuvre d'art, ce que vous voulez. Pixelisé et tokenisé. Donc, chaque produit NFP, chaque actif NFP est unique au monde. C'est pour ça qu'on dit non-fungible. Il ne peut pas être reproduit, il ne peut pas être calqué, il ne peut pas être copié, il ne peut pas être corrompu. Enfin, corrompu si, mais il ne peut pas être régénéré avec... Ou alors s'il l'est, c'est que ce ne sera pas le même produit, parce que ce produit est non fongible. Bah, contrairement aux NFT, ces contrats négociés sur le marché à terme, eux, sont fongibles. Et c'est ce qui justement rend facile le rachat ou la revente au cours de leur durée de vie. Donc, c'est ce qui permet de déboucler sa position de vente ou d'achat avant l'échéance. Voilà, j'espère que vous me comprenez. Et
Par conséquent, la position est dans ce cas annulée et l'investisseur est libéré de ses engagements initiaux. Aussi simple que ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des échanges de contrats. Et comme je vous ai dit, les lots de contrats sur le marché à terme, ils sont beaucoup plus impactants, beaucoup plus volumineux, beaucoup plus importants que les lots de contrats sur le marché CFD. On n'a pas les mêmes effets de levier. En pratique, peu d'intervenants conservent leur position. Alors ça, jusqu'à la livraison, je vous confirme, franchement, je ne vois pas des traders qui gardent leur position jusqu'à l'arrivée de l'échéance. Franchement, je ne vois pas ça. La vente suivie d'un achat ou l'achat suivi d'une vente. Moi, j'avais pris l'exemple de l'achat suivi d'une vente sur le même actif, actif sous-jacent, aboutit alors à un profit ou une perte. C'est logique. Voilà. Vous achetez à un prix, à une date, et vous vous engagez à régler à une date future. Si le prix monte et que vous décidez de clôturer votre position avant l'arrivée de l'échéance, vous êtes en profit. Si le prix baisse avant l'arrivée de l'échéance, vous pouvez maintenir votre position jusqu'à l'échéance en espérant que ça revienne plus haut. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez perdre. Donc, même lorsqu'il porte sur des matières premières, l'or, l'argent, utilisé comme instrument, le marché à terme s'apparente donc plus à un marché financier. Oui, s'apparente à un marché financier, oui. Comme le marché des actions, le marché des crypto-monnaies, etc. Plus qu'à un marché physique. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'avant, on échangeait vraiment des contrats, des lots de contrats, des carnets d'ordre réels. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On a un marché, comme je vous disais, automatisé. Voilà. Et régulé, réglementé. Par ailleurs, un certain nombre de contrats à terme prévoient un dénouement, non pas une livraison physique de l'actif sous-jacent, mais par règlement en espèces du gain ou de la perte. Ah, ça, c'est un truc qui est... C'est un accord avec vos courtiers. Ils disent que c'est notamment le cas pour les contrats à terme sur les indices boursiers. Là, il s'agit également d'un autre marché financier. Donc ce ne sont pas les actions, mais ce sont les indices boursiers, comme le Nasdaq, le S&P 500, les 500 meilleures entreprises américaines, le... Voilà. Les contrats à terme sont appelés futures, parce que c'est dans le futur, c'est tout. Sur les marchés anglo-saxons, lorsqu'il s'agit de contrats non standardisés négociés hors des marchés, on parle de forwards. En gros, futures, forwards, futures, les futurs, forwards, les... ce forward, ça veut dire avant, c'est en avant, quoi. Voilà. Je sais pas comment traduire ça, les en avant, je sais pas. Un système de garantie financière, marché réglementé, ça il faut le garder en tête. Le marché des contrats à terme est un marché réglementé. Là, ils ont pris l'exemple d'Euronext. La négociation des contrats à terme bénéficie de services d'une chambre de compensation. Là, on rentre dans un système de finance. Je ne vais pas aller jusque-là. Je vais juste vous faire un résumé des avantages et des inconvénients du marché des contrats à terme. Donc, les avantages, pour résumer la situation. On ne va pas aller sur la finance. Franchement, non. Donc, standardisation et transparence. Donc, il faut savoir que les actifs sont échangés sur des bourses, donc sur différents marchés, d'indices, marché d'actions, marché de paires de devises, marché de crypto, ce que vous voulez. Les contrats bénéficient d'une grande transparence et d'une réglementation stricte, ce qui réduit le risque de contrepartie. Donc là, votre courtier, là, il n'a pas le choix, là. Là, il n'y a pas de frais bizarres, des commissions bizarres, des swaps, des spreads, non. Je veux exécuter à cet ordre et je m'engage à une date future à livrer le contrat ou pas, si je décide de déboucler ma position. Donc, tu exécutes. Voilà. Deuxième avantage, la couverture. Les contrats termes offrent une excellente solution de couverture. Il faut le savoir. Parce que comme on l'a vu ici, pour l'agriculteur, bah, au lieu d'un agriculteur, vous avez des entreprises qui se protègent contre les variations de prix aussi. Bah, moi, je crée une entreprise, j'ai mon action, donc mon actif, il va être représenté, disons, sur le marché, non pas des indices boursiers, mais le marché des actions. Mais il y a des mecs qui spéculent et ça peut avoir un impact sur le prix de mon action. Donc, ça peut avoir un impact sur la valorisation de mon entreprise. Ce qui veut dire que ça peut avoir un impact sur la perception de mon entreprise
par les investisseurs, perception qui peut soit être positivée ou négativée par justement ces spéculations qui sont faites par des traders à Wall Street ou je ne sais où, Tokyo ou je ne sais où. Donc, moi, je décide de me couvrir en acquérant des contrats à terme à un prix beaucoup plus élevé. Par exemple, là, on avait pris un exemple d'un prix de vente beaucoup plus élevé pour s'assurer à l'avance de son prix de vente. Voilà. Voilà. Donc, il paiera ses contrats d'autant plus cher, certes, qui demandera un prix de vente élevé. Oui, oui, bah, c'est évident, parce que ce prix, on n'y est pas encore. Donc, moi, je décide de vendre mes produits plus cher que le prix réel. Forcément, je paye des frais. Mais au moins, en cas de perte, bah, je pourrais vendre plus cher et compenser, voire réduire ma perte. Voilà. Dernier avantage, l'effet de levier. Les traders peuvent utiliser un effet de levier substantiel, donc comme sur les contrats CFD, ce qui signifie qu'ils peuvent prendre des positions plus importantes que leur capital initial. Alors ça, c'est la révolution numérique. Voilà. C'est l'avantage de la révolution numérique. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez trader depuis votre téléphone, depuis votre tablette, depuis votre PC. Mais attention, allez encore une fois sur le site web de l'autorité des marchés financiers de votre pays de résidence pour voir les risques encourus sur les différents marchés. Et encore une fois, moi je ne suis pas votre conseiller financier. Donc si vous avez besoin de conseils, je peux vous rediriger ou je vous conseille d'aller voir vos banquiers ou des financiers. Voilà, renseignez-vous. Mais moi je suis juste là, comme je le dis dans mes précédentes vidéos, pour vous partager mon opinion, mon expérience. Il y a un énorme potentiel sur les marchés financiers. C'est pour ça que les grandes banques, certaines banques que vous ne connaissez même pas, que je ne connais même pas, font d'énormes profits journalièrement sur les marchés financiers. Mais de la même manière, les données sont manipulées. Ça, je l'ai dit dans une vidéo précédente. Donc, vous faites manipuler et liquider à longueur de journée. Quand je dis vous, je parle des particuliers. Parce que bien sûr, qui est derrière, ce sont les institutions financières. L'objectif pour vous, c'est de développer cette compétence pour accompagner les institutions financières dans leur mouvement et savoir sortir au bon moment. Un exemple, tout à l'heure, j'ai pris un ordre d'achat ici. Bah, je sais pas moi, j'aurais pu peut-être viser, je sais pas, j'aurais pu peut-être viser ce high, ce plus haut. Mais vous voyez bien que lorsque le marché, lorsque j'ai décidé de sortir bien avant, pourquoi? Parce que c'était le plus haut de la session d'Asie de la veille. Et puis, j'estime que voilà, j'ai assez fait d'argent, c'est bon, sors-moi ici. Si je retrouve une autre entrée plus tard, bah, je la reprends. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je reprends une autre entrée. Bien sûr, on est vendredi soir, je ne le conseille pas. Cette position, je vais la fermer, je vous dis, hein, avant la fermeture du marché. Si je ne vois pas assez de volatilité qui me prend ce plus haut, parce que ce plus haut, pour moi, il va tenir. Je doute qu'il se fasse casser un vendredi soir. On est en fin de mois. Bon, enfin bref. Mais tout ça pour vous dire, sachez vous contenter du peu, parce que derrière, vous aurez des pertes. Moins vous perdez et plus vous gagnez, mieux vous vous sentirez. Donc, pour continuer sur cette partie effet de levier, il est substantiel également sur les marchés des contrats à terme et il vous permet de prendre des positions plus importantes que votre capital. Donc, votre capital, vous avez 1000 euros, 10 000 euros. Honnêtement, avec 10 000 euros, on fait rien, hein. Je vous dis, vous ne pouvez même pas ouvrir l'ordre le plus petit sur le marché sur certains actifs. Je prends l'exemple des paires de devises sur EURUSD, vous ne pouvez pas. Il vous faut 100 000 minimum à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas avec les courtiers, grâce aux courtiers qui nous proposent des effets de levier conséquents. En termes d'inconvénients, l'obligation d'exécution, bien sûr. À l'échange du contrat, les traders, ils doivent soit acheter, soit vendre. Là, il n'y a pas le choix. Là. Donc, et en plus, ça peut entraîner des coûts supplémentaires parce que, en plus de votre perte, vous allez régler des coûts supplémentaires. Bah oui. De la même manière que lui, le producteur là, il décide de vendre, de fixer un prix de vente pour le futur plus élevé que le prix de vente actuel, ah bah il va payer plus cher, hein. Plus il demandera un prix élevé de vente, plus il va payer cher. Bah vous aussi pareil. Vous aussi pareil. Et deuxième inconvénient, la complexité. Vous avez peut-être dû le ressentir. Vous aurez peut-être plus de mal à comprendre ce concept. C'est pour ça que j'aime bien revenir sur des exemples pour clarifier au mieux, pour essayer mes propos, pour tenter de clarifier au mieux mes propos. Mais je comprends que
ça peut être compliqué à comprendre. La prochaine vidéo qu'on fera sur le sujet, je pense qu'on mettra un écran blanc et je vous expliquerai les trucs avec des schémas. Ça va être plus simple. Donc la complexité justement, et les gens vont plutôt avoir du mal à comprendre ça. Prix fixé aujourd'hui pour une livraison, règlement à une date future. Ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas, mais c'est la règle sur les marchés CFD. Donc, en conclusion, que ce soit par le biais des contrats à terme ou via les CFD, sachez que chaque instrument financier a ses avantages et ses inconvénients. Mais l'essentiel, c'est de comprendre les spécificités de chacun de ces instruments financiers. Moi, je vous dis, je ne trade qu'une seule paire d'actifs. Je pourrais trader énormément de paires. Je ne vais pas le faire. J'observe énormément de paires. Je ne vais pas toutes les trader. Ce n'est même pas intelligent. Plus je vais ouvrir de positions, plus je vais prendre de risques de me faire liquider. Ça sert à quoi? Il faut savoir se contenter de choses de montant raisonnable, donc de gains raisonnables, de la même manière qu'il faut savoir se contenter de pertes raisonnables. Donc des toutes petites pertes, des plus gros gains. Donc si vous perdez 100 $, votre objectif c'est d'essayer de récupérer 200 $. Et si à chaque fois, même si vous avez un ratio de gain de 50%, vous serez rentable à la fin. Vous allez gagner un trade sur deux, donc vous allez en perdre un sur deux. Mais à chaque fois que vous gagnez, vous prenez 2 fois plus que ce que vous aviez risqué. C'est toujours mieux. Voilà. Donc pour ceux d'entre vous qui cherchent à améliorer leur stratégie de trading, comme je vous le disais tout à l'heure, faites vos propres recherches, lisez des mecs comme Michael Douglas, je crois que c'est son nom. Allez voir les plus grands traders et regardez comment ils ont fait. Et trouvez votre identité, ça va être le plus difficile. Trouvez votre identité, sachez trouver votre identité sur les marchés financiers. Qu'est-ce qui marche pour vous? Qu'est-ce qui ne marche pas pour vous? Ce qui ne marche pas pour vous, vous le mettez de côté. Faut même pas essayer de raisonner. Et c'est comme ça qu'on fait un plan de trading. Vous faites votre plan de trading selon votre personnalité, selon ce qui vous convient, et vous l'exécutez à la lettre, sans sentiment. Alors, sans émotion, c'est impossible, on est humain, mais il faut savoir accepter la perte. Il faut savoir accepter la perte comme vous acceptez le gain. Voilà, sans état d'âme. Donc laissez un commentaire en dessous de cette vidéo si vous en avez. Et puis je vous dis à bientôt les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, rendez-vous sur ma chaîne si vous souhaitez voir mes live Twitch. J'en ai fait il y a longtemps, je ne pense même plus qu'ils soient encore en ligne. Mais quoi qu'il en soit, ces lives, je pourrais vous les remettre dans la liste de mes vidéos sur YouTube. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, lâcher des commentaires. Vous avez peut-être dû le remarquer, mais je suis bilingue. Donc si j'utilise des termes en anglais, je vous prie de m'en excuser. Mais c'est vrai que parfois, ça m'est arrivé une fois sur Twitch, j'avais un mec anglophone qui me posait des questions, j'étais obligé de répondre en anglais. Voilà. Donc j'essaie de donner mon avis, pas sur tout, mais en tout cas sur le trading, j'essaie de partager un peu mon expérience pour vous éviter certaines erreurs que j'ai commises ou que je continue à commettre et qu'on essaie tous d'avancer ensemble au jour le jour. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, laissez-moi vos avis. Et puis je vous dis à ciao ciao, à la prochaine.